C'est bon? Vous m'entendez? Vous Oui. m'entendez? Oui. C'est bon? Oui, professeur, oui. Ok, donc on va reprendre cette séance sur les récepteurs nucléaires, ou bien les récepteurs intracellulaires, qui sont appelés comme ça parce que certains récepteurs sont localisés au niveau du noyau, d'autres récepteurs sont localisés soit au niveau du cytoplasme ou bien au niveau du noyau. Ce sont des facteurs de transcription particuliers parce qu'ils sont activés par des ligands. Nous avons vu plusieurs facteurs de transcription. Donc, je peux citer le CREB, le SMAT, le SMAD, le NF-κB. Tous ces facteurs de transcription ne sont pas activés directement par des ligands, sont activés par des voies de signalisation, soit des récepteurs couplés aux protéines G ou bien des récepteurs couplés à des enzymes. La famille de récepteurs que nous allons voir aujourd'hui, ce sont des récepteurs qui sont activés directement par des ligands. C'est-à-dire que les ligands de nature lipophile, capables de traverser la membrane cytoplasmique et de passer dans le cytosol, et même parfois passer dans le noyau, se fixer sur le récepteur, qui est un facteur de transcription, activer le récepteur, et le récepteur va soit activer la transcription de certains gènes, soit réprimer la transcription d'autres gènes, soit interagir avec d'autres facteurs de transcription pour les inhiber. Ces facteurs de transcription et récepteurs intracellulaires sont impliqués dans beaucoup de fonctions, notamment le développement embryonnaire, la différenciation cellulaire, l'homéostasie métabolique, la reproduction et la fonction immunitaire. Chez l'homme, on trouve 48 membres de cette famille, donc 48 gènes qui codent pour ces récepteurs, qui sont regroupés en 3 sous-familles, ou bien 3 classes. La première classe, ce sont les récepteurs des hormones stéroïdiennes, où on trouve le récepteur des glucocorticoïdes, le récepteur des minéralocorticoïdes. Donc, ces deux familles d'hormones sont sécrétées par les glandes, par le cortex surrénal. Le récepteur des androgènes, représenté par la testostérone, sécrété par les testicules, mais également par les glandes surrénales. Le récepteur de la progestérone et le récepteur des oestrogènes, ces hormones qui sont sécrétées par les ovaires principalement. La deuxième classe sont les récepteurs des hormones thyroïdiennes et de l'acide rétinoïque, qui est un dérivé de la vitamine A. Dans cette classe, on trouve également le récepteur de la vitamine D, qui est également issu du cholestérol, mais elle n'est pas classée parmi les hormones stéroïdiennes. Et les PIPAR, ce sont donc les récepteurs qu'on appelle activateurs de la prolifération des peroxysomes. Donc, c'est la deuxième classe. La troisième classe, on les appelle des récepteurs orphelins. On trouve plusieurs types de récepteurs, le LXR, le FXR, le PXR, les ROR, le ERR et le REVERB. Donc, ces récepteurs sont appelés des récepteurs orphelins parce que, au moment de leur découverte, les ligands qui activent ces récepteurs, ni les ligands, ni la fonction physiologique ne sont connus. Ils sont découverts par des méthodes de biologie moléculaire. On prend une sonde d'ADN, un récepteur connu, par exemple le récepteur des glucocorticoïdes, le récepteur des hormones thyroïdiennes, les récepteurs des PIPAR. On prend leur gène et on l'introduit au niveau du noyau de la cellule. Et comme vous savez, l'ADN est formé par un double brin. Et ce récepteur va matcher avec des séquences complémentaires. Même si la séquence n'est pas complémentaire à 100%, si elle est complémentaire à 30%, 40%, 70%, 100%, cette séquence connue va matcher avec une séquence qui n'est pas connue grâce à cette homologie ou bien similitude partielle. Et les chercheurs vont ensuite identifier ces séquences complémentaires, identifier leur séquence par séquençage,
identifier les protéines qui sont codées par ces séquences d'ADN et découvrir la protéine. Donc, grâce à cette technique de sonde d'ADN, on a découvert donc, plusieurs gènes qui codent pour des protéines, dans ce cas-là pour des récepteurs intracellulaires. On détermine la séquence du récepteur, mais sans savoir, sans connaître les ligands qui activent ces récepteurs, ni la fonction de ces récepteurs. Certains de ces récepteurs ont été adoptés par la suite, donc ils ne sont plus orphelins, parce qu'on a découvert les ligands et on a découvert certaines fonctions de ces récepteurs. En revanche, d'autres récepteurs restent toujours dans la famille des récepteurs orphelins parce qu'on ne connaît pas encore de ligands ni de fonctions physiologiques. Alors, quelle est la structure de ces récepteurs? Ces récepteurs sont des facteurs de transcription, ce sont des protéines codées par des gènes également. Donc, ils sont formés de plusieurs régions, donc une région du côté NH de terminal qu'on appelle la région AB, une région C, une région D et une région EF. La région AB, qui est du côté NH de terminal, assure ce qu'on appelle la transactivation, donc les facteurs de transcription, lorsqu'ils se fixent sur les éléments de réponse. Pour stimuler ou bien pour réprimer la transcription, ils doivent recruter un complexe moléculaire très diversifié, avec notamment des coactivateurs pour stimuler la transcription, ou bien des corépresseurs pour bloquer la transcription des gènes. Et ce recrutement de ce complexe moléculaire se fait d'une part par la région AF1 de la région AB, mais également par la région AF2 de la région E. Donc ces deux régions, fonction activatrice 1 et la fonction activatrice 2, leur rôle c'est de recruter des protéines, des coactivateurs, des corépresseurs, d'autres enzymes que nous allons décrire, pour faciliter soit la transcription ou bien pour bloquer la transcription. La deuxième région, la région C, elle est très importante. On l'appelle la DBD, c'est-à-dire la région de liaison de l'ADN. Mais c'est une région qui intervient également dans la dimérisation, parce que ces facteurs de transcription, comme les autres facteurs de transcription, pour agir, ils doivent se dimériser. Et on va voir qu'on aura soit des homodimères formés par des mêmes molécules, un dimère de deux molécules identiques, c'est le cas des récepteurs des hormones stéroïdiennes, ou bien des hétérodimères, c'est le cas des récepteurs de la classe 2 et de la classe 3. Donc cette région va permettre la fixation sur l'ADN, elle va contenir des structures qu'on appelle des doigts de zinc, qui vont permettre la fixation sur des séquences précise sur des éléments de réponse, des récepteurs au niveau de l'ADN. C'est cette région qui va permettre de reconnaître les promoteurs des gènes cibles des différents récepteurs intracellulaires. Une petite région qu'on appelle la région D, NLS, c'est-à-dire le signal de localisation nucléaire. Cette région est essentielle pour la translocation du récepteur au niveau du noyau. Parce que certains de ces récepteurs sont cytosoliques, ils doivent être modifiés post-traductionnellement par des phosphorylations, des acétylations, ou bien déacétylations, etc. Et ces modifications ont lieu en général au niveau de cette région. Et ces modifications vont permettre aux récepteurs d'être transloqués au niveau du noyau et d'agir sur la translocation de l'ADN. Une grosse région, c'est la région E, qu'on appelle la LBD, c'est-à-dire la région de liaison du ligand. C'est là où vont se fixer donc, les ligands de ces récepteurs, que ce soit les hormones stéroïdiennes ou bien les autres ligands. Ils vont être fixés au niveau de cette région. Cette région participe également avec la dimérisation. Donc, la région DBD et LBD vont toutes les deux assurer la dimérisation entre les récepteurs, en plus de la transactivation grâce à la présence de la région AF2. Il va y avoir le recrutement, là aussi, des coactivateurs et des corépresseurs. Donc, la région AF1, c'est-à-dire la fonction activatrice de type 1, son rôle, c'est la stabilisation des corégulateurs, c'est-à-dire les coactivateurs ou bien les corépresseurs, comme je viens de le montrer. La région C, la région de la fixation de l'ADN,
elle porte deux structures qu'on appelle les doigts de zinc, qui vont permettre d'une part la fixation de l'ADN grâce à une région qu'on appelle la P-box, qui se trouve au niveau des doigts de zinc. Elle permet la fixation sur des éléments de réponse, des RE, spécifiques à chaque type de récepteur et d'agir sur la transcription, soit par stimulation, soit par inhibition. Au niveau de ces doigts de zinc, on trouve également une boîte qu'on appelle D-box, qui est impliquée dans la dimérisation du récepteur. Et sur ce schéma, vous avez donc les deux doigts de zinc qui sont portés par la région C. Ces doigts de zinc sont formés par 4 acides aminés. Ce sont soit des cystéines, soit des histidines qui fixent un atome de zinc et qui va permettre d'avoir une petite boucle qu'on appelle le doigt de zinc. Il y en a 2 sur chaque type de récepteur. Elles sont responsables de la fixation sur l'ADN, sur les éléments de réponse, surtout la P-box qui se trouve dans cette région-là, la fixation de l'ADN, et une région qu'on appelle la D-box qui est impliquée, elle, dans la dimérisation. Et en fait, les 2 doigts de zinc sont impliqués dans la fixation au promoteur du gène, ce qui va permettre aux facteurs de transcription de modifier la transcription. La région EF, c'est la région de liaison du ligand. Elle permet d'une part l'homodimérisation, soit l'hétérodimérisation des récepteurs. Elle intervient dans la répression et l'activation de la transcription grâce à la zone AF2. Et bien sûr, son rôle principal, c'est la liaison du ligand qui va se faire au niveau de cette région. La région AF2 qui fait partie de la région EF, comme la région AF1, elle intervient dans la stabilisation des corégulateurs transcriptionnels, les coactivateurs, des enzymes qui vont intervenir dans la modification de la chromatine pour faciliter ou pour bloquer la transcription. Donc, les 2 régions sont autonomes, mais une interaction entre les 2 est indispensable pour stimuler la transcription ou bien pour bloquer la transcription des gènes. On va donner un exemple de l'activation de ces récepteurs qui va se faire de 2 façons différentes. Pour les hormones stéroïdes, c'est-à-dire les récepteurs des glucocorticoïdes, des minéralocorticoïdes, de la progestérone, des oestrogènes, des androgènes, il va y avoir la formation d'un homodimère. Donc, ce sont des récepteurs qui sont localisés au niveau du cytoplasme pendant la phase de réponse. Donc, pendant la phase de réponse, ces récepteurs sont localisés au niveau du cytoplasme et sont bloqués par des protéines qu'on appelle des HSP, c'est-à-dire des heat shock proteins, c'est-à-dire des protéines qui sont sensibles à la température. Et en absence de ligand, donc ces récepteurs sont localisés dans le cytosol et sont bloqués par ces protéines. Une fois l'hormone arrive, donc l'hormone, ça peut être soit le cortisol, soit l'aldostérone, soit la progestérone, soit les oestrogènes, soit les androgènes. Une fois le ligand arrive, il va y avoir la dissociation de la HSP. Le récepteur avec le ligand va pénétrer au niveau du noyau. Il va y avoir la dimérisation. Et dans ce cas-là, c'est un homodimère qui va se fixer sur l'élément de réponse et va donc stimuler ou bien bloquer la transcription. Donc, c'est la classe 1 des récepteurs nucléaires ou intracellulaires qui sont localisés dans le cytosol, bloqués par des HSP et qui forment des homodimères qui peuvent soit stimuler la transcription, soit inhiber la transcription. Pour les autres classes de récepteurs, c'est-à-dire la classe 2 et la classe 3 également, le récepteur, même pendant la phase de repos, est nucléaire. Il est situé dans le noyau pendant la phase de repos. Il bloque la transcription en absence du ligand. Et lorsque le ligand arrive, donc soit les hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire la T3, les dérivés de la vitamine A, c'est-à-dire les acides rétinoïques, le métabolite actif de la vitamine D, lorsqu'ils arrivent, ils se fixent sur le monomère, le récepteur respectif, qui est dimérisé avec un autre récepteur. Et la dimérisation se fait toujours, quel que soit le type de récepteur, la dimérisation se fait toujours avec un récepteur de l'acide rétinoïque 6, c'est-à-dire le RXR, c'est l'autre molécule du dimère,
et le dimère va activer ou bien va inhiber la transcription en fonction de promoteurs de gènes. Donc, vous avez deux façons, selon que vous êtes dans les récepteurs de la classe 1 où le récepteur est cytosolique bloqué par HSP. Lorsqu'il est activé, il va former des homodimères, ou bien le récepteur nucléaire qui est dimérisé toujours avec un RXR, qui est un récepteur nucléaire également, qui est activé par l'acide rétinoïque 6. Ce dimère, cet hétérodimère, est déjà localisé dans le noyau. Donc, il n'est pas bloqué par HSP. Il bloque la transcription pendant la phase de repos. Et lorsque le ligand arrive, il va y avoir l'activation de la transcription sous l'effet de la fixation du ligand. Donc, ces récepteurs sont les récepteurs de la classe 2, mais également de la classe 3 qui forment des hétérodimères. Tous ces récepteurs, pour agir, ils doivent se fixer sur des éléments de réponse, c'est-à-dire des séquences de nucléotides bien déterminées. Ce sont les récepteurs de ces ce sont les récepteurs d'ADN de ces facteurs de transcription. Et les séquences de nucléotides sont différentes en fonction des dimères. Pour la classe 1, les homodimères, et surtout pour le récepteur des androgènes, des glucocorticoïdes, des minéralocorticoïdes et de la progestérone, les éléments de réponse sont formés par des séquences qu'on appelle des palindromes. Et ces palindromes sont formés par deux séquences d'ADN, A, G, G, A, C, A, séparées par 3 nucléotides. Et puis, vous avez une séquence T, G, G, T, T, C, T. Donc, ces structures vont constituer l'élément de réponse sur lequel vont se fixer les récepteurs des androgènes, des glucocorticoïdes, des minéralocorticoïdes et de la progestérone. Pour le récepteur des œstrogènes, des hormones thyroïdiennes, de l'acide rétinoïque de type trans et de l'acide rétinoïque de type X. Donc, ces récepteurs vont se fixer sur des palindromes également, mais qui sont différents. AGGTCA, 3 nucléotides, TGACCT. Donc, c'est l'élément de réponse de ces homodimères. Pour les hétérodimères, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez des séquences à répétition qu'on appelle des direct repeats, qui sont soit des DR1 parce qu'elles sont séparées par un seul nucléotide, des DR2 parce qu'elles sont séparées par 2 nucléotides, des DR3, 3 nucléotides, DR4, 4 nucléotides, DR5, 5 nucléotides, mais on a toujours la même séquence. Donc on a la séquence AGGTCA et puis un seul nucléotide, puis la même séquence, c'est pourquoi on appelle de repeats, c'est-à-dire une répétition de la même séquence, AGGTCA. Dans le deuxième cas, vous avez toujours la même séquence, AGGTCA, 2 nucléotides, et puis la même séquence, et ainsi de suite. Et pour chaque cas, vous avez les récepteurs qui sont capables de se fixer sur ces éléments de réponse. Par exemple, la direct repeat 1 peut fixer l'homodimère RXR, ou bien l'hétérodimère RAR, RXR, ou bien les pipars RXR, ou bien les couples RXR. Donc, vous remarquez que l'hétérodimère est formé par un récepteur particulier, mais toujours dimérisé avec le même récepteur, le RXR, qui est le récepteur de l'acide rétinoïque de type 6. Puis vous avez un cas particulier, les hormones thyroïdiennes peuvent se fixer sur un homodimère qui est dans ce cas-là un palindrome inverse. Pourquoi? Parce que nous avons la même séquence qui va se répéter, mais dans le sens inverse. Donc vous avez ACTGGA et la séquence en miroir qu'on peut lire de droite à gauche, ACTGGA. Donc, si vous la lisez dans le sens inverse, vous avez la même séquence. Donc, c'est une séquence inverse qui est séparée par 6 nucléotides, qui est l'élément de réponse des récepteurs de l'homodimère, des récepteurs des hormones thyroïdiennes. Donc, vous pouvez remarquer que les hormones thyroïdiennes forment toujours des homodimères. Les autres ligands, les autres récepteurs forment des hétérodimères.
Mais ces récepteurs peuvent former des homodimères, par exemple les hormones thyroïdiennes, les RAR, le RXR, et ces homodimères peuvent se fixer sur plusieurs types d'éléments de réponse. Donc vous avez chaque fois des éléments de réponse différents en fonction des promoteurs du gène, et tous ces éléments de réponse vont permettre la fixation des doigts de zinc et l'activation ou bien la répression de la transcription. Donc, on va donner des exemples plus concrets. On va commencer par le récepteur des glucocorticoïdes. Donc, les hormones thyroïdiennes, comme je viens de le décrire, sont représentées par les minéralocorticoïdes qui sont représentés par l'aldostérone. Les glucocorticoïdes, c'est le cortisol. Les oestrogènes, c'est l'ostradiol. Les androgènes, c'est la testostérone. Et pour la progestérone, c'est la progestérone. Donc, on va prendre le cas du cortisol. Le cortisol est sécrété par le cortex surrénalien sous l'effet de l'hypothalamus, dans le cas d'un stress ou bien d'une émotion. L'hypothalamus et le noyau paraventriculaire sont stimulés par le système limbique. Ils libèrent une protéine qu'on appelle le CRF ou bien le CRH, qui stimule l'hypophyse pour synthétiser la POMC. L'ARN de la POMC va subir un épissage pour donner l'ACTH et cette hormone va agir sur le cortex surrénal pour libérer le cortisol. Le cortisol va induire beaucoup d'effets physiologiques et parmi les effets, vous avez donc un effet négatif, de feedback négatif pour bloquer la libération de l'ACTH et la libération du CRF. Le récepteur des glucocorticoïdes, après la fixation du cortisol, va se dimériser, va former un homodimère qui va pénétrer dans le noyau, il va se fixer sur son élément de réponse qu'on appelle GRE, c'est-à-dire élément de réponse du récepteur des glucocorticoïdes. Il va ensuite recruter des protéines, la CBP, qui est une protéine de fixation du CREB, donc CREB Binding Protein, on l'appelle également la P300, une SRC, qui est une protéine qu'on appelle stéroïde récepteur coactivateur, c'est un coactivateur, et puis vous avez une PCAF, c'est-à-dire une protéine capable de fixer la CBP. Vous avez en plus des enzymes qu'on appelle des HAT, c'est-à-dire histone acétyltransférase, et la fixation de ce complexe va permettre l'acétylation de la chromatine, des histones, et cette acétylation des histones va permettre l'ouverture de la chromatine, la fixation de l'ARN polymérase et la stimulation de la transcription. Donc on va décrire en détail ce processus. Pendant la phase de repos, le récepteur des glucocorticoïdes est un homodimère. Il est bloqué par des E-choke protéines, c'est-à-dire des HSP90, qui vont l'inhiber dans le cytoplasme. Et lorsque le cortisol arrive, il est transporté par une protéine de transport, parce que c'est une hormone stéroïdienne, il ne peut pas se déplacer dans le plasma. Il est de nature lipidique, il est transporté par une protéine, et au niveau de la cellule cible, il va être libéré par la protéine, et il va traverser la membrane sans problème, parce que c'est une molécule lipophile. Et à l'intérieur du cytosol, le cortisol, va se fixer sur son récepteur, sur le dimère, et cette fixation va permettre la dissociation du récepteur des protéines HSP. Et cette dissociation va permettre l'effet de kinase pour phosphoryler le récepteur. Donc, toutes les voies de signalisation que nous avons vues, les récepteurs couplés aux protéines G, les récepteurs enzymes, peuvent stimuler toutes les kinases qui sont activées par ces voies de signalisation, peuvent phosphoryler ces récepteurs. Donc, il y a une interaction entre les voies de signalisation des récepteurs intracellulaires avec les autres voies de signalisation. Et lorsque le récepteur est phosphorylé, donc cette modification post-traductionnelle va permettre son passage au niveau du noyau, la fixation sur l'élément de réponse, le recrutement des coactivateurs, des histones acétyltransférases, l'acétylation de la chromatine, l'ARN polymérase qui va donner l'ARN messager, les protéines et les effets physiologiques, parmi lesquels les effets anti-inflammatoires. Et après les effets physiologiques, le récepteur est déphosphorylé par des phosphatases, il va sortir du noyau, il va libérer le cortisol, et il va se réassocier avec les HSP
pour retrouver donc la situation de départ en attendant un nouveau cycle d'activation par la fixation du cortisol. Donc, vous avez ici un gène, ou là, un promoteur de gène, avec en rouge le double brin d'ADN. En bleu, vous avez les histones. L'ADN est enroulé sur les histones. Vous avez la queue des histones avec une lysine au niveau de cette queue des histones. Donc, c'est un acide aminé en position 4 ou bien 27. Suite à la fixation du cortisol, le récepteur du cortisol va se fixer sur le promoteur, sur l'élément de réponse. Et cette fixation va permettre le recrutement des coactivateurs et de la hâte, l'histone acétyltransférase, ce qui va permettre l'acétylation des histones, la fixation d'un groupement acétyl. Et cette acétylation va permettre l'ouverture de l'ADN, de la chromatine, et le recrutement de l'ARN polymérase qui va produire donc par la transcription l'ARN messager, ce qui va permettre d'avoir l'ARN messager, les protéines et l'effet physiologique. C'est une modification épigénétique induite par les récepteurs nucléaires ou intracellulaires, moyennant le recrutement des coactivateurs, une histone acétyltransférase qui va acétyler les histones. Il va y avoir changement de conformation des histones. L'ADN va être déroulé et ce déroulement de l'ADN va permettre le recrutement de l'ARN polymérase et la transcription. Et bien sûr, à la fin de cette action, il va y avoir donc la déphosphorylation du récepteur, le détachement du complexe. Vous avez des enzymes qui vont arriver qu'on appelle des HDAC qui vont déacétyler les histones et on va retourner à la phase de repos où la chromatine est compactée. On peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire un gène qui est déjà activé par un autre facteur de transcription, par exemple. Les histones sont déjà acétylées, l'ADN est déroulé, la transcription est activée. Sur ce promoteur de gène, il va y avoir la fixation du cortisol avec son récepteur. Et dans ce cas-là, le cortisol va recruter des corépresseurs avec des enzymes qu'on appelle des HDAC, c'est-à-dire histone déacétylase, qui vont déacétyler les histones. Et en déacétylant les histones, elles vont provoquer le compactage de la chromatine et le blocage de la transcription. Donc, tous les facteurs de transcription, y compris les récepteurs intracellulaires, sont capables de stimuler la transcription en recrutant des coactivateurs et des histones acétyltransférases, acétylation, déroulement de l'ADN et activation de la transcription, ou bien par contre, recruter des corépresseurs, des HDAC, des histones déacétylases, la déacétylation des histones et le compactage de la chromatine et l'arrêt de la transcription. Donc, pour le cortisol, par exemple, il va stimuler tout ce qui est anti-inflammatoire. Tous les gènes des cytokines anti-inflammatoires et des molécules anti-inflammatoires vont être stimulés. Par contre, tous les gènes pro-inflammatoires et des molécules pro-inflammatoires vont être bloqués par une déacétylation. Pour récapituler, donc le récepteur des glucocorticoïdes, du cortisol, peut agir soit par la fixation à l'ADN. Suite à la fixation du cortisol, vous avez la dimérisation, la fixation sur l'élément de réponse, le recrutement des coactivateurs et des hâtes et la stimulation de la transcription, soit le recrutement des corépresseurs, des HDAC, déacétylation et blocage de la transcription. C'est le cas du CRH et de la POMC par feedback négatif. On a vu que le cortisol bloque la libération du CRH et de l'ACTH au niveau de l'hypothalamus et au niveau de l'hypophyse par une répression de la transcription, mais également des gènes qui sont impliqués dans l'inflammation. Donc la COX-2, c'est une enzyme qui va permettre la libération de médiateurs de l'inflammation. Les prostaglandines, les leucotriènes, les thromboxanes sont synthétisés par cette enzyme et cette enzyme est bloquée par le récepteur des glucocorticoïdes. Il bloque le gène
et empêche la transcription et la synthèse de cette enzyme, ce qui permet de bloquer la transcription. Les molécules d'adhésion également, qui permettent le recrutement des globules blancs, que ce soit les monocytes, les lymphocytes, sont recrutés par des molécules d'adhésion, et le cortisol va bloquer la synthèse de ces molécules d'adhésion, il va empêcher le recrutement des cellules immunitaires, ce qui va bloquer également la réaction immunitaire et l'inflammation. D'autres facteurs de transcription peuvent être bloqués, inhibés par suite à la fixation du récepteur des glucocorticoïdes sur l'ADN. D'autres effets du récepteur des glucocorticoïdes ont lieu sans passer par la liaison à l'ADN. Donc, le récepteur des glucocorticoïdes peut interagir avec des facteurs de transcription au niveau du noyau pour les bloquer. Le NF-κB, il est activé par les toll-like récepteurs. Il est activé également par la superfamille du TNF-alpha. C'est un facteur de transcription qui contrôle des centaines de gènes, tous impliqués dans l'immunité et dans l'inflammation. Et le récepteur des glucocorticoïdes va bloquer ce facteur de transcription pour empêcher la transcription des gènes de l'inflammation et bloquer l'inflammation. On sait que les glucocorticoïdes sont des anti-inflammatoires très puissants, et parmi les mécanismes qui leur permettent d'avoir cet effet anti-inflammatoire, c'est d'une part le blocage des gènes de l'inflammation, mais également le blocage des facteurs de transcription pro-inflammatoires, notamment le NF-κB, mais également l'AP1 et les STAT. Tous ces facteurs de transcription sont impliqués dans l'inflammation et dans la prolifération, et le récepteur des glucocorticoïdes va bloquer ces facteurs de transcription et va empêcher la transcription des gènes de l'immunité et de l'inflammation qui sont stimulés par ces facteurs de transcription. Un autre facteur de transcription que nous avons vu, donc le SMAD, qui est activé par la famille du TGF-bêta, qui stimule un effet anti-inflammatoire, comme on l'a vu, mais dans ce cas-là, le cortisol va bloquer la transcription des gènes de la matrice extracellulaire. Donc, le cortisol, c'est une hormone du stress. Donc, pour s'adapter au stress, on a besoin de ressources énergétiques. Et ces ressources énergétiques sont données par le glucose suite à la dégradation du glycogène. Et le cortisol stimule cette dégradation du glycogène pour libérer le glucose. Mais en plus, le cortisol va stimuler la dégradation de la matrice extracellulaire, surtout au niveau de l'os et au niveau de la peau, qui est formée par des protéines de la matrice extracellulaire, du collagène, de la fibronectine. Et la dégradation de ces protéines va permettre la libération du glucose, des acides aminés, pardon. Et ces acides aminés vont passer au niveau du foie. Et le foie va transformer ces acides aminés en glucose par un processus qu'on appelle la néoglucogénèse pour libérer le glucose, pour avoir de l'énergie qui est nécessaire pour affronter la situation de stress. Dans ce cas-là, pour dégrader la matrice extracellulaire, le récepteur du glucocorticoïde inhibe le SMAD. Et on sait que le TGF-bêta, c'est un facteur de synthèse de la matrice extracellulaire par l'intermédiaire des SMAD. Donc, les SMAD stimulent la transcription des gènes de la matrice extracellulaire, la fibronectine surtout et le collagène, pour former la matrice extracellulaire. Les glucocorticoïdes détruisent la matrice extracellulaire, entre autres, en assurant le blocage de la synthèse de cette matrice extracellulaire par les SMAD. Ce qui permet, comme j'ai dit, la libération des acides aminés qui vont être utilisés comme source d'énergie pour produire le glucose qui va donner l'énergie pour affronter la situation de stress, soit par la fuite, soit par le combat en fonction des situations. Des pathologies sont causées par un dérèglement du système glucocorticoïde, donc ils ne sont pas en relation directe avec le récepteur, mais avec une hypersécrétion de cortisol, qui est due soit à une hyperlibération de l'ACTH, suite à une tumeur au niveau de l'hypophyse. Donc les cellules qui sécrètent l'ACTH à cause d'une prolifération cancéreuse vont produire de quantités très élevées d'ACTH, ce qui va stimuler la production du cortisol. 80% de ce syndrome de Cushing sont dus à des tumeurs au niveau de l'hypophyse. Sinon, il peut y avoir des mutations au niveau du récepteur de l'ACTH
et on aura une activation constitutive de ce récepteur. Il n'a pas besoin d'ACTH. Il va stimuler d'une façon chronique la libération du cortisol dans 20% des cas. Et l'augmentation excessive du cortisol va induire beaucoup d'effets au niveau des différents systèmes, que ce soit au niveau du système immunitaire, au niveau métabolique, au niveau cardiovasculaire, au niveau cérébral également. Une autre situation où on a un excès de cortisol, c'est dans le cas de stress chronique. On aura une hypersécrétion de cortisol avec une résistance au cortisol au niveau de l'hypothalamus, au niveau de l'hypophyse. Et cette résistance va augmenter davantage la libération du cortisol. Et ce cortisol va avoir des effets néfastes au niveau de tous les systèmes, système immunitaire, au niveau de l'os, au niveau de la peau, au niveau du métabolisme, mais également au niveau cérébral, où il va agir sur des structures clés comme le cortex préfrontal, l'hippocampe, l'amygdale, et il peut causer dans ce cas une dépression. La deuxième hormone que nous allons aborder, c'est la testostérone. C'est un androgène. Et les androgènes sont synthétisés soit par les testicules, chez le mâle, ou bien par les glandes surrénales, chez les mâles et chez les femelles. Donc, même chez la femelle, on trouve la DHEA, c'est un androgène qui est libéré par les glandes surrénales. Donc, il joue un rôle important dans la physiologie. Mais dans certaines situations, lorsqu'il y a un excès de synthèse de ce composé chez la femelle, surtout pendant le développement embryonnaire, il peut causer une perturbation du développement du système de l'appareil reproducteur, avec des fois ce qu'on appelle de l'ambiguïté sexuelle, c'est-à-dire un génotype XX, pardon, un génotype de type femelle, mais sur le plan anatomique, on aura plutôt un phénotype de type mâle. Pourquoi? Parce qu'il y a une hypersécrétion de la DHEA par les glandes surrénales suite à des mutations dans certaines enzymes de synthèse des hormones au niveau de la glande surrénale. Mais sur le plan physiologique, la DHEA, elle est sécrétée même chez les femelles, elle joue un rôle physiologique même chez la femelle. Et le ligand qui va agir, que ce soit la testostérone ou bien la DHEA, la testostérone peut en plus être transformée en autre androgène qu'on appelle la DHT, c'est-à-dire la déhydrotestostérone. C'est également un androgène. Et tous ces ligands, que ce soit la testostérone, la DHT ou bien la DHEA, ils vont se fixer sur le même récepteur, le récepteur des androgènes, qui est inhibé pendant la phase de repos par la heat-shock protéine, c'est-à-dire une HSP, il est cytosolique. Et après la fixation de l'androgène, il va y avoir la libération de la HSP et le dimère va pénétrer dans le noyau, il va se fixer sur l'élément de réponse du récepteur des androgènes qu'on appelle ARE, c'est-à-dire élément de réponse du récepteur des androgènes. Il va recruter des coactivateurs, des HAT, c'est-à-dire histone acétyltransférase. Il va stimuler la transcription au niveau de l'appareil reproducteur en général, au niveau du cerveau. C'est la testostérone qui va permettre, pendant le développement embryonnaire, la masculinisation de l'hypothalamus. Pendant la toute première phase du développement, les testicules se développent d'une façon très précoce. Ils libèrent la testostérone. Et la testostérone va passer au niveau de l'hypothalamus pour induire ce qu'on appelle la masculinisation de l'hypothalamus, qui va déterminer par la suite le fonctionnement de l'hypothalamus. Donc, vous éteignez vos micros, s'il vous plaît. Vous éteignez vos micros. Donc, la testostérone va induire la masculinisation de l'hypothalamus, le développement anatomique du tractus génital de type mâle, les caractères sexuels secondaires mâles également, la pilosité au niveau du visage par exemple, mais également au niveau du larynx pour avoir la voix de type mâle, un effet au niveau musculaire, un effet au niveau du tissu adipeux pour donner sur le plan anatomique donc un corps de type mâle. Dans certaines situations, surtout avec le vieillissement, il y a un excès de sécrétion des androgènes avec
un cancer qui est très fréquent chez les hommes, le cancer de la prostate. C'est l'un des cancers les plus fréquents qui est stimulé par les androgènes. Et pour bloquer ce cancer, pour traiter ce cancer, on utilise soit des molécules qui agissent au niveau de l'hypophyse pour diminuer la libération du LH, d'accord, et diminuer par la suite la libération de la testostérone, réduire donc l'effet sur le récepteur, ou bien par des molécules qui vont agir sur le récepteur au niveau du noyau, la MDV3100 ou bien la bicaglutamide. Ce sont des molécules qui vont bloquer le récepteur, elles bloquent la transcription et permettent donc de bloquer la prolifération cancéreuse au niveau de la prostate. Le deuxième exemple, c'est la progestérone. C'est une hormone qui est sécrétée par les ovaires. Elle est indispensable au développement du corps jaune. Elle est libérée par le corps jaune. Elle est indispensable au développement de l'utérus. Donc, pendant la deuxième phase du cycle ovarien, il y a la sécrétion de la progestérone. Et la progestérone va agir à différents niveaux. Et elle va agir principalement au niveau de l'utérus pour permettre le développement de l'utérus, pour se préparer à la nidation si jamais il y a une fécondation. L'utérus va se développer et va permettre la nidation. Et si jamais il y a la nidation, la progestérone va permettre le développement et le maintien du développement de l'utérus et le maintien de la grossesse. En absence de la progestérone, ou bien dans le cas d'une hyposécrétion de la progestérone, il peut y avoir des accouchements, des fausses couches, c'est-à-dire des avortements, et une grossesse qui ne va pas se terminer. Et pour empêcher donc ces fausses couches ou bien ces avortements, on utilise des molécules qu'on appelle des progestines qui vont stimuler directement le récepteur de la progestérone, qui agit de la même manière que le cortisol et le récepteur des androgènes. Pendant la phase de repos, il est bloqué par une HSP. À la suite de la fixation de l'hormone ou bien d'une molécule progestine, le récepteur va pénétrer dans le noyau sous forme d'un homodimère, recrutement des coactivateurs, stimulation de la transcription et des effets au niveau des seins, au niveau de l'utérus, au niveau de l'ovaire et au niveau du cerveau également. Donc, on a le même mécanisme d'action. La troisième hormone, ce sont les oestrogènes. Même mécanisme, un homodimère. Dans ce cas-là, le récepteur des oestrogènes est déjà localisé au niveau du noyau, sous forme d'homodimère. Lorsque les oestrogènes se fixent sur ce récepteur, il va y avoir le recrutement des coactivateurs, et ces coactivateurs vont stimuler la transcription. Il y a une action au niveau de l'os, la formation de l'os, bien sûr au niveau des seins, au niveau de l'utérus, au niveau du cerveau, au niveau de différentes régions du corps, où les oestrogènes jouent un rôle très important. Là aussi, avec l'âge, surtout avec le vieillissement, et même avant le vieillissement, il peut y avoir donc des cancers au niveau de certains organes, surtout au niveau du sein, d'une part, et d'autre part, vous avez un problème au niveau de l'os, une résorption osseuse accélérée que nous avons déjà décrite, avec une ostéoporose post-ménopausique. Donc, pour s'opposer à ces deux mécanismes, on a besoin de l'activation des oestrogènes au niveau de l'os parce qu'ils sont protecteurs, mais on a besoin de bloquer les oestrogènes au niveau du sein parce qu'ils augmentent le risque du cancer du sein. Ils stimulent la prolifération au niveau du sein. Donc, on a besoin de molécules qui inhibent la transcription au niveau du sein, mais qui peuvent stimuler la transcription au niveau de l'os. Et cet effet est donné par des molécules qu'on appelle des modulateurs sélectifs du récepteur des androgènes. On les appelle des SERM, S-E-R-M, c'est-à-dire modulateurs sélectifs du récepteur des androgènes. Le raloxifène et le tamoxifène sont les plus célèbres. Ces molécules sont capables de se fixer sur le récepteur des oestrogènes et recruter des coactivateurs, stimuler la transcription au niveau de l'os principalement pour stimuler la formation osseuse et inhiber la résorption osseuse, ce qui permet de protéger l'os contre la résorption osseuse post-ménopausique. Ces mêmes molécules sont capables de recruter au niveau du sein
des corépresseurs pour bloquer la transcription et réduire la prolifération, c'est-à-dire réduire le risque du cancer du sein. Donc, ce sont des molécules très intéressantes qui ont un effet sélectif. Ce sont des modulateurs sélectifs de récepteurs des oestrogènes. Ils sont capables de stimuler le récepteur au niveau de l'os et au niveau de l'utérus et de bloquer le récepteur au niveau des seins, ce qui protège l'os contre la résorption osseuse et protège le sein contre la prolifération qui est responsable du cancer du sein. Donc, ce sont quelques exemples des récepteurs de classe 1. Pour la classe 2, on va commencer par les récepteurs des hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes sont synthétisées par la thyroïde. C'est principalement la thyroxine ou bien la T4 qui est synthétisée à partir de la tyrosine. On l'appelle T4 parce qu'elle contient 4 atomes d'iode. Une autre forme qu'on appelle la T3, parce qu'elle contient uniquement 3 atomes d'iode. Donc la forme active, c'est la T3, mais la forme de sécrétion, c'est principalement la T4. Et au niveau des cellules cibles, la T4 doit être transformée en T3 pour avoir l'effet physiologique des hormones thyroïdiennes. Comme vous le voyez ici, la forme de sécrétion, principalement la T4, on a une petite quantité de T3 qui est libérée également. Au niveau des cellules cibles, la T3 peut pénétrer au niveau de la cellule, ou bien s'il s'agit de la T4, elle va pénétrer au niveau de la cellule. Elle va être transformée en T3 par des enzymes qu'on appelle des déiodinases qui vont enlever un atome d'iode sur un carbone pour la transformer en T3. Et c'est la T3 qui va agir sur le récepteur. Pendant la phase de repos, le récepteur est dimérisé avec le RXR, c'est-à-dire le récepteur du 6-rétinol. Et pendant la phase de repos, ce dimère va recruter des corépresseurs et va bloquer la transcription. Lorsque la T3 arrive, il va y avoir la libération des corépresseurs et le recrutement des coactivateurs, des histones acétyltransférases, l'acétylation de la chromatine, la stimulation de la transcription. Dans le cas contraire, c'est-à-dire en absence de l'hormone, le dimère, c'est-à-dire le récepteur des hormones thyroïdiennes et le RXR, recrute des corépresseurs, des HDAC, déacétylation des histones, compactage de l'ADN, ce qui va donc provoquer la répression de la transcription. Les récepteurs, les hormones thyroïdiennes et leurs récepteurs sont indispensables pour la régulation de la température, la thermorégulation, le métabolisme en général, des lipides, mais également des glucides et des protides. Elles agissent sur la prolifération, sur la différenciation, sur le développement embryonnaire, sur l'os, sur le foie, sur l'hypophyse et sur le cerveau. Des pathologies des hormones thyroïdiennes dont j'ai déjà parlé lorsqu'on a parlé des récepteurs couplés aux protéines G, donc le récepteur de la TSH qui stimule la libération des hormones thyroïdiennes. Il peut y avoir des anticorps, des auto-anticorps contre ce récepteur qui vont soit le stimuler, soit l'inhiber. Et dans le cas de stimulation, nous avons la pathologie de Graves-Masdell qui va donner un taux très élevé de T4 avec un hyperthyroïdisme, c'est-à-dire une hypersécrétion des hormones thyroïdiennes. Comme on peut avoir des récepteurs qui vont agir sur la peroxydase qui intervient dans la synthèse des hormones thyroïdiennes pour augmenter la libération de T4, ou bien sur une protéine qu'on appelle la thyréoglobuline, avec des anticorps là aussi, avec le blocage, dans ce cas, de la production des hormones thyroïdiennes, avec une hypothyroïdie. Donc, toutes ces pathologies ne sont pas dues à des mutations du récepteur, mais à des anticorps qui agissent sur des protéines qui sont impliquées dans la synthèse des hormones thyroïdiennes. Un autre exemple, ce sont les acides rétinoïques, c'est-à-dire les dérivés de la vitamine A, avec 2 isomères. Donc, c'est la même molécule, avec 2 positions différentes. Lorsqu'il s'agit de la position 6, 9,6, on parle du 6-rétinol, ou bien 9,6-rétinoïque acide, c'est la même chose. Vous pouvez trouver ces 2 appellations. Donc, 9,6-rétinol, ou bien 9,6-rétinoïque acide, ou bien vous pouvez trouver tout trans-rétinol, c'est-à-dire all trans-rétinoïque acide,
Et ces deux molécules vont agir sur des récepteurs différents. Donc, le 9,6 va agir sur le RXR. Par contre, le all-trans-rétinoïque acide va agir sur le RAR. Et bien sûr, dans le premier cas, vous allez avoir un homodimère, c'est-à-dire RXR, RXR. Dans le deuxième cas, vous allez avoir un RAR, qui est le récepteur du all-trans-rétinoïque acide, qui va se dimériser avec un RXR. Donc, dans tous les cas, surtout pour le RXR, c'est un hétérodimère. Pour le RAR, pardon, c'est un hétérodimère. Donc, le récepteur du all-trans-rétinol, c'est-à-dire le RAR, pardon, qui va se dimériser avec un RXR. Lorsque le 6 rétinoïque acide ou bien le tout trans arrive, il va y avoir donc l'activation de son récepteur qui est dimérisé avec un RXR, l'activation de la transcription et un effet sur la morphogénèse, c'est-à-dire le développement embryonnaire, la croissance, l'apoptose et la différenciation. En absence du ligand, comme pour les hormones thyroïdiennes, le dimère, l'hétérodimère, va recruter des corépresseurs pour bloquer la transcription. Donc, nous avons le même mécanisme que les hormones thyroïdiennes. Par contre, le 9,6 rétinoïque acide, donc il va se fixer sur le RXR. En fait, c'est un homodimère parce que vous avez le récepteur du 9,6 qui est un RXR et le RXR qui se dimérise avec tous les récepteurs. Donc, on aura en fait un homodimère RXR, RXR qui va jouer pratiquement le même rôle que le récepteur du all-trans-rétinol. Donc, des pathologies qui sont dues à des mutations du RAR, pardon, qui est le récepteur du tout-trans-rétinol. Ces mutations vont bloquer la transcription. Elles sont responsables de certains cancers qu'on appelle des leucémies lymphoïdes chroniques, avec le blocage de la transcription. Dans certaines situations, vous avez une fusion entre le gène du RAR-alpha avec une autre protéine qu'on appelle la PML. Donc, il y a la fusion entre les deux gènes et la production d'une protéine chimère formée par les deux protéines, PML et RAR-alpha, qui va se dimériser avec le RXR, qui va bloquer la transcription et va provoquer un autre cancer qu'on appelle la leucémie myéloïde aiguë, APL. Donc, lorsque on bloque la transcription induite par le RAR, soit par une mutation, soit par une fusion avec une autre protéine, on obtient donc le blocage de la transcription qui va donner soit une leucémie lymphoïde chronique, soit une leucémie myéloïde aiguë. On arrive à la vitamine D qui appartient également à la deuxième classe. La vitamine D peut être soit sous forme de vitamine D2, c'est l'ergocalciférol. On la trouve dans les végétaux, ou bien la vitamine D3 qui est le cholécalciférol qu'on trouve dans les aliments d'origine animale. Et pour agir, cette vitamine D3 doit être hydroxylée sur le carbone 25 au niveau du foie. Elle doit être hydroxylée également au niveau du carbone 1, au niveau du rein, pour donner ce qu'on appelle le 1,25 d'hydroxycholécalciférol, ou bien le calcitriol, qui est le métabolite actif de la vitamine D. Sous l'effet des UV, le cholestérol peut être transformé en vitamine D3. Cette vitamine D3 qui peut être apportée par l'alimentation directement également. Et cette vitamine D3, elle n'est pas active, elle doit passer dans le foie pour subir une première hydroxylation au niveau du carbone 25 pour donner la 25-OH-D3 qui n'est pas active également. Elle doit passer au niveau du rein pour subir une hydroxylation au niveau du carbone 1 pour donner la 1,25 OH2D3, c'est ce qu'on appelle l'hydroxycholécalciférol,
qui est le métabolite actif de la vitamine D. Il va pénétrer dans le noyau, se fixer sur un dimère composé par le récepteur de la vitamine D, qu'on appelle la VDR, qui est dimérisé avec le RXR, c'est-à-dire le récepteur du 6,9 rétinol. Lorsque la vitamine D se fixe sur son récepteur, il va y avoir l'activation de la transcription. Et les rôles de la vitamine D classique, c'est principalement au niveau du métabolisme phosphocalciémique parce qu'il est indispensable à l'absorption du calcium au niveau intestinal. Il intervient au niveau de la minéralisation de l'os et au niveau de la résorption de l'os et au niveau de la réabsorption tubulaire du calcium, ce qui provoque un effet hypercalcémique. Ce sont les rôles classiques de la vitamine D. Mais actuellement, on sait que la vitamine D est indispensable à pratiquement toutes les fonctions physiologiques, que ce soit au niveau du système nerveux central, au niveau du système immunitaire, au niveau cardiovasculaire, au niveau de tous les systèmes. La vitamine D est indispensable. Ses effets passent en général par l'activation du VDR, c'est-à-dire le récepteur de la vitamine D. Certaines pathologies qui sont dues à une carence de la vitamine D, donc cette carence en vitamine D, c'est parce que l'apport alimentaire est faible, ou bien une diminution de l'exposition au soleil, parce que les UV sont indispensables pour la synthèse de la vitamine D. Dans tous les cas, dans le cas de la carence en vitamine D, on aura une carence en 1,25 au H2D3, on aura une diminution de la transcription et on aura ce qu'on appelle un rachitisme, c'est-à-dire des problèmes de minéralisation de l'os, un os qui va être fragile, qui va être déformé, qui est dû à la carence en vitamine D. Dans certaines situations, on n'a pas de carence en vitamine D, mais on a plutôt une mutation du récepteur de la vitamine D. Donc, qu'il s'agisse d'une carence ou bien d'une mutation, la transcription n'est pas stimulée et dans ce cas-là, on aura également un rachitisme qui est pseudo-carentiel, c'est-à-dire un rachitisme qui n'est pas dû à la carence en vitamine D, mais il est dû à une mutation au niveau du récepteur de la vitamine D. La dernière classe de récepteurs que nous allons aborder, ce sont les récepteurs qu'on appelle des PIPAR. Donc, ce sont les activateurs de la prolifération des peroxysomes. Les peroxysomes, ce sont des organites intracellulaires. Et la première fonction qui a été découverte de ces récepteurs, c'est la stimulation de la formation et de la prolifération de ces organites qu'on appelle les peroxysomes. Les ligands de ces récepteurs sont nombreux, sont principalement des acides gras. Par exemple, vous avez ici l'acide palmitoléique, l'acide arachidonique, l'acide stéarique, l'acide oléique, etc. Mais il peut y avoir des substances de synthèse, par exemple les rosiglitazones, les bézafibrates, les phénofibrates, et ces molécules sont utilisées pour traiter, par exemple, le diabète de type 2, et pour le traitement d'autres pathologies. Ce sont des molécules de synthèse qui sont capables de se fixer sur ces récepteurs et de les stimuler. Ces récepteurs sont stimulés par des ligands intracellulaires qui sont synthétisés par la cellule à l'intérieur de la cellule, par les prostaglandines également. Ils ont des effets protecteurs au niveau de l'appareil cardiovasculaire, au niveau du cœur et au niveau du cerveau, au niveau du système immunitaire. Donc, ce sont des récepteurs protecteurs et qui jouent des rôles physiologiques extrêmement importants. Ils agissent par des PIPAR. Il y a 3 sous-classes de PIPAR, PIPAR alpha, bêta et gamma, qui forment là aussi des dimères avec le RXR, toujours, c'est la même chose. Donc, vous avez ici les ligands. Par exemple, le alpha, il est stimulé par des acides gras polyinsaturés, des dérivés de l'acide arachidonique, les leucotriènes et les HETE, qui se dérivent de l'acide arachidonique, mais également par des molécules de synthèse qu'on appelle les fibrates. Vous avez les delta, qu'on appelle également les bêta. Ils sont stimulés par des acides gras de longue chaîne. Et puis, vous avez les gamma, qui sont stimulés par l'acide arachidonique et l'acide linoléique. Et, les dérivés de ces 2 acides aminés, c'est-à-dire les prostaglandines, par exemple, mais également par des molécules de synthèse qu'on appelle des thiazolidiones,
comme les glitazones par exemple, qui sont utilisés également en thérapeutique. Donc, toutes ces molécules peuvent se fixer sur ces récepteurs des PPAR, qui se fixent sur un élément de réponse des PPAR et qui sont dimérisés avec un RXR, c'est-à-dire le récepteur du 6-rétinol, et stimuler la transcription, recruter des coactivateurs, une histone acétyltransférase. Ils agissent sur les métabolismes des lipides, des glucides, du cholestérol, des acides biliaires, l'adipogénèse, la différenciation adipocytaire. Donc, ils réduisent le LDL, qui est très nocif, qui est responsable de l'athérosclérose. Ils augmentent la concentration du HDL, qui est protecteur contre l'athérosclérose et les maladies cardiovasculaires. Ils réduisent les triglycérides, qui est également très néfaste. Ils réduisent la glycémie, donc ils peuvent lutter contre le diabète de type 2. Ils augmentent la sensibilisation à l'insuline. Ils ont des effets anti-inflammatoires. Ils ont des effets anti-stress oxydant. Donc, ce sont des récepteurs qui sont très protecteurs. Ils sont stimulés par l'activité physique, bien sûr, et par la restriction calorique. Et bien sûr, leur inactivation par la sédentarité ou bien par un régime hypercalorique ou bien par le stress peut favoriser ce qu'on appelle le syndrome métabolique avec des maladies cardiovasculaires, des maladies au niveau du cerveau, des cancers, une hyperactivation du système immunitaire, etc. Donc, ça va être bon, il y a un autre récepteur, le LXR. On va terminer avec ce récepteur. Donc, L pour liver, c'est-à-dire le foie. Donc, c'est un récepteur qui est stimulé par des dérivés du cholestérol. Le cholestérol peut être oxydé pour donner des molécules qu'on appelle l'oxystérol. Ce sont des molécules oxydées du cholestérol. Et ces molécules vont agir sur un récepteur qui était orphelin, mais il a été adopté par la suite parce qu'on a découvert ses ligands et ses effets physiologiques. Parmi ces effets, c'est la transcription, la stimulation de la transcription d'une enzyme qu'on appelle la 7-alpha-hydroxylase, qui permet de transformer le cholestérol en acide biliaire. Et les acides biliaires font partie de la bile. Donc, c'est une sécrétion du foie par le canal cholédoque qui est déversé dans le duodénum et qui intervient dans la digestion des lipides. Donc, ça va être la dernière diapositive de ce cours sur les récepteurs nucléaires et qui est donc consacré à un récepteur de la deuxième classe qui est le LXR. Donc, pour récapituler, les récepteurs intracellulaires ou bien les récepteurs nucléaires, ce sont des facteurs de transcription qui sont activés par des ligands. Ils possèdent une région spécifique de la fixation à l'ADN avec des doigts de zinc, une région de la fixation du ligand qui permet la fixation du ligand et l'activation, des régions de coactivation qui permettent le recrutement des coactivateurs et des histones acétyltransférases pour stimuler la transcription, ou bien le recrutement des corépresseurs et des HDAC, c'est-à-dire des histones déacétylases et la répression de la transcription et le blocage de la transcription. Ils peuvent en plus interagir avec des facteurs de transcription pour les bloquer et pour induire des effets, surtout pour le récepteur des glucocorticoïdes, des effets anti-inflammatoires. Ces récepteurs contrôlent toutes les activités physiologiques et ils sont impliqués lors de dysfonctionnements dans toutes les pathologies au niveau des différents systèmes physiologiques. Donc, ça va être la fin de cette présentation et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Monsieur, Oui. bonsoir, prof. Oui. Bon, j'ai une question. Là, vous avez parlé 5 régions de communes à toutes les récepteurs nucléaires. Quelle est la relation de fonctions activatrices ont été? Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce que vous pouvez la répéter, s'il vous plaît? Ok. J'ai dit là, vous avez parlé de 5 régions de communes à tous les récepteurs nucléaires.
J'ai dit, quelle est la relation activatrice 1 et 2? Quelle est leur relation? La relation de quoi? Des fonctions activatrices 1 et 2. AF1 et AF2. Quelle est la relation? Oui, oui, oui. Donc, ce sont des interactions moléculaires. Lorsque le ligand se fixe sur son récepteur et que le récepteur est fixé sur l'ADN, ces deux régions vont changer de conformation et ils vont recruter, c'est des liaisons de protéines, c'est des structures dans l'espace tridimensionnel qui vont permettre de fixer des protéines qui peuvent être soit des co-activateurs, soit des co-répresseurs avec des HDAC ou bien des AT. C'est des interactions protéines-protéines. D'accord? Ok. J'espère que c'est clair. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon. Donc, la question de Omar Brouzi, vous avez dit que tous les récepteurs ont une relation entre eux. Est-ce que les récepteurs nucléaires ont une relation avec les autres? Bon, je n'ai pas dit que tous les récepteurs ont une relation entre eux, c'est qu'ils ont une similitude de séquence. Lorsqu'on prend leur séquence, vous avez des pourcentages de similitude dans la séquence au niveau du gène, mais également au niveau de la protéine. Il peut y avoir 30% de similitude, 40%, 50%, 60%, 90%, etc. Donc, ce sont des récepteurs différents. Leurs gènes sont différents, leurs effets physiologiques sont différents, leurs ligands différents, mais ils ont une structure de base. Et dans cette structure de base, on trouve un pourcentage de similitude de nucléotides. Et c'est cette similitude de séquence qui a permis de mettre en évidence des récepteurs orphelins. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Mohamed Midan, les récepteurs nucléaires, est-ce qu'ils sont toujours les facteurs de transcription? Oui. Tous les récepteurs intracellulaires et les récepteurs nucléaires sont des facteurs de transcription, à ma connaissance, qui peuvent soit stimuler la transcription, soit bloquer la transcription. Tajdin Boubi, je pense. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Concernant le rapport, est-ce qu'on mentionne toutes les voies qu'on a vues? Vous n'êtes pas obligé de mentionner toutes les voies. L'essentiel, c'est de parler de l'inflammation, de la prolifération, le cancer, et les voies qui sont, certaines voies, ou là toutes les voies, c'est comme vous voulez, qui sont impliquées dans ces phénomènes. Donc, c'est Amar Brozi, merci beaucoup, je vous en prie. Mohamed Midan, merci infiniment, je vous en prie. Boubacar, merci, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, vous pouvez poser vos questions soit par chat, soit directement, oralement, si vous voulez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce qu'il y a une relation entre ces récepteurs avec les autres voies qu'on a déjà utilisées? Donc, comme je l'ai dit, ces récepteurs, surtout les récepteurs cytosoliques, les récepteurs des hormones thyroïdes, mais également d'autres récepteurs comme les PPAR par exemple, lorsqu'ils sont localisés au niveau du cytoplasme. En plus de la fixation du ligand, dans certaines situations, ils doivent être phosphorylés. Et la phosphorylation peut être faite par la protéine kinase A par exemple, qui est activée par les récepteurs couplés protéine G, par la protéine kinase C, qui est activée par les récepteurs couplés protéine G, et des récepteurs tyrosine kinase associés aux tyrosine kinase. Ils peuvent être phosphorylés par d'autres kinases, la protéine kinase B qui est activée par les récepteurs tyrosine kinase, récepteurs associés à une tyrosine kinase. Donc, il y a une interaction entre ces différentes voies. Et en plus, on a vu que le récepteur du glucocorticoïde est capable de bloquer les facteurs de transcription qui sont activés par les autres voies de signalisation. Par exemple, le NF-κB, le NF-κB, les SMAD, les STAT, l'AP1, tous ces facteurs de transcription qui sont stimulés par les voies de signalisation
couplé aux protéines G, récepteur enzyme associé à une enzyme, le récepteur du glucocorticoïde peut bloquer ces récepteurs de transcription. Donc, il y a une interdépendance entre toutes ces voies de signalisation et le fonctionnement des cellules, bien sûr, il va dépendre de ces interactions. Donc, Fatine Sharqawi, si nous avons des questions sur les autres séances, est-ce qu'on peut vous les envoyer par mail? Bien sûr, Classroom, bienvenue. Pas de souci. Mohamed Midan, dans l'examen, est-ce qu'on va parler aussi des voies associées au récepteur nucléaire? Bon, si vous voulez, c'est au choix. Comme vous voyez, il y a des récepteurs qui agissent sur l'inflammation, par exemple les récepteurs des glucocorticoïdes, les PPAR, les récepteurs des oestrogènes, mais également dans la prolifération, les androgènes, les récepteurs des oestrogènes, de la progestérone. Donc, ils peuvent agir sur la prolifération, sur le cancer, sur l'inflammation. C'est au choix. Vous pouvez ajouter et mettre en plus les récepteurs nucléaires. Mais si vous ne les mettez pas, ce n'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, professeur. Donc, ça sera... Donc, ça sera la fin de cette séance et la fin de ce module. Et bien sûr, j'attends vos rapports. On vous remercie pour vos efforts, pour votre encadrement durant le confinement. C'est